Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Quand décembre étend son manteau glacé sur nos villes et nos campagnes, quelque chose change dans l'air. Les nuits deviennent plus longues, les ombres plus profondes. Et les récits que l'on croyait enfouis sous la neige et le givre, scintillant, remontent, portés par ce froid particulier qui semble ouvrir une brèche sur un monde et sur l'invisible. Ce soir, dans un autre regard, je vous invite à traverser cette frontière fragile. Nous partirons d'abord au cœur des forêts les plus reculées, là où souffle encore le légendaire Wendigo. Cette créature affamée qui incarne les peurs hivernales, l'isolement et la part la plus sombre de l'humain. Un mythe qui depuis des siècles glace le sang des communautés autochtones d'Amérique du Nord. Puis, nous reviendrons vers une lumière plus douce, celle que portent les traditions végétales de saison, la magie des plantes et épices de Noël, hougie, sapin, cannelle, orange ou encore nos traditionnels marrons. Bien plus que de simples décorations ou de simples condiments, elles étaient autrefois des protections, des charmes de fertilité, des portes ouvertes vers la chance ou la renaissance. Alors ce savoir ancien, enraciné dans les solstices, continue de vivre dans nos foyers. Et enfin, lorsque la nuit de Noël approche, les frontières se brouillent encore davantage. Les récits se multiplient, apparitions, visites bienveillantes, des ombres qui passent. Ce soir, nous évoquerons les fantômes de Noël si chers à Dickens. Ces histoires où l'hiver devient le théâtre d'un au-delà qui se manifeste, parfois pour effrayer, parfois pour guider. 3 atmosphères, 3 portes vers le mystère hivernal de Noël. Installez-vous bien au chaud sous votre plaid, avec un bon chocolat chaud, une bonne tisane, et laissez la nuit vous envelopper. Et ouvrons ensemble un autre regard. Il existe, au cœur des forêts boréales d'Amérique du Nord, une peur ancienne qui remonte bien avant l'arrivée des premiers colons, bien avant même les grandes nations qui ont façonné le continent. Une peur qui n'a pas de visage fixe, qui n'a qu'un seul nom, mais qui résonne dans les langues algonquiennes comme un murmure glacé porté par le vent d'hiver, le Wendigo. Pour comprendre cette créature, il faut imaginer un paysage sans indulgence, des étendues infinies de sapins, des lacs gelés comme des miroirs sombres et surtout un froid qui ne pardonne pas. Un froid si intense qu'il semble s'infiltrer dans les os, dans l'esprit et dans les rêves. C'est dans ce décor que les anciens racontaient que l'hiver n'était pas seulement une saison, mais un être, une présence, une force qui pouvait briser les corps, mais aussi les esprits. Alors les peuples, qu'ils soient Cris, Ojibwés, Saulteaux, Naskapis ou encore Micmac, savaient que l'hiver était un temps de vigilance extrême. Le manque de nourriture, l'isolement des campements, les déplacements très difficiles, c'est dans une période où l'humain était ramené à ses limites les plus primaires. On évitait de sortir seul, on surveillait les signes de faiblesse. On racontait des histoires le soir pour transmettre ce que beaucoup appelaient une vérité essentielle. En hiver, ce n'est pas seulement la nature qu'il faut craindre, mais ce qu'elle peut réveiller à l'intérieur de nous. Alors dans cette vision du monde, le Wendigo n'est pas un simple monstre, c'est un avertissement, une incarnation de la faim, de la démesure, de la perte de soi. On disait que cet être rôdait entre les arbres quand la neige étouffait le son des pas, qu'il observait les hommes isolés, qu'il se glissait dans leurs pensées. Certains affirmaient même qu'il pouvait prendre possession d'un individu affaibli ou traumatisé, lui insufflant une obsession dévorante, une faim inextinguible, jusqu'à ce que celui-ci cesse d'être un homme pour devenir autre chose. Alors pour les anciens, chaque hiver était un combat physique, mais aussi spirituel, celui de ne pas céder à la tentation de l'égoïsme, de la survie au détriment des autres. Car quelque part, devenir un Wendigo, c'était renoncer à la communauté, au soutien mutuel, à l'équilibre qui permettait au groupe de traverser la mauvaise saison. Le Wendigo devenait alors le symbole même de l'individualisme absolu,
du désir sans fin et de l'appétit qui détruit tout, même celui qui le ressent. Et à mesure que le vent hurlait entre les branches sombres, les anciens enseignaient aux plus jeunes. Si tu écoutes bien, l'hiver parle, et parfois, il appelle par ton nom. C'est ainsi que le Wendigo a traversé les siècles, comme un mythe, un esprit, un spectre, une métaphore, mais surtout comme une présence persistante, une manière pour ces peuples de donner un visage à la noirceur qui guette lorsqu'on se retrouve seul face à l'immensité de l'hiver. Alors ce soir, on va tenter d'entrer dans cet univers entre tradition immémoriale, récits documentés, symbolisme profond, parce que quelque part, comprendre le Wendigo, c'est aussi comprendre ce que l'hiver révèle ou dévore dans le cœur des hommes. Alors, il faut, comme je disais tout à l'heure, comprendre la réalité quotidienne de ces peuples avant l'ère moderne. L'hiver n'y était pas simplement une saison, c'était une vraie épreuve, un long enfermement dans un cocon de silence et de neige, où la lumière du jour se réduisait à quelques heures blanches et où la nuit prenait l'apparence d'une seconde peau. Alors, dans certaines régions, les températures pouvaient s'effondrer jusqu'à -40 et le gibier se faisait rare, les rivières devenaient des plaques de glace, les déplacements se réduisaient à des trajets courts, calculés mais dangereux. Alors, les communautés se retrouvaient isolées pendant des semaines, parfois des mois, et la moindre erreur pouvait devenir fatale. Alors, c'est dans cet environnement que prend racine l'un des mythes les plus profonds. Alors, contrairement à la représentation moderne qui en fait un monstre spectaculaire, le Wendigo n'était pas une créature qui surgissait d'un buisson ou d'une clairière. C'est un véritable symbole, une présence qui mêlait le spirituel et le psychologique, un avertissement transmis de génération en génération. Alors, pour les anciens, c'était le visage donné à un danger que tous comprenaient instinctivement. La famine, l'isolement, la perte de contrôle, la rupture du lien communautaire, mais aussi la maladie de l'âme. Dans les descriptions traditionnelles du Wendigo, c'est beaucoup plus subtil en tout cas que les images modernes, les anciens parlaient d'un être émacié, souvent si maigre que sa peau collait à ses os, et qui laissait apparaître des côtes, les articulations, les omoplates comme des pointes prêtes à transpercer. Sa peau était parfois décrite comme tirant sur le gris, le jaune pâle ou le blanc cireux, une carnation en tout cas altérée qui rappelait les victimes de famine ou de froid extrême. Alors ses yeux, enfoncés profondément dans leurs orbites, n'étaient pas lumineux comme on le montre aujourd'hui, mais plutôt habités d'une genre de fièvre morbide, d'un éclat sec qui n'avait rien d'humain. Alors certains témoignages font état d'une odeur également de décomposition ou de terre, d'humus humide, alors comme si quelque part le Wendigo portait sur lui une part de la forêt en hiver. Mais ce qui rendait ce Wendigo véritablement terrifiant, c'était pas son apparence, mais plutôt ce qu'il représentait. Ce n'est pas seulement un monstre qui dévore les hommes, il incarne la faim. Mais une faim qui dépasse toutes les limites de la nature. Une faim éternelle, insatiable et qui condamne celui qui la ressent à se consumer lui-même. Alors les anciens disaient que le Wendigo grossissait à mesure qu'il mangeait. Plus il dévorait, plus son corps s'allongeait, plus il devenait immense et plus sa faim augmentait. Alors ce paradoxe de manger sans faim, grandir sans cesse, ne jamais quelque part être rassasié, exprimait parfaitement l'idée que la transgression ultime, celle de manger de la chair humaine, ne faisait que renforcer la malédiction. Alors, il faut comprendre que dans ces sociétés, la solidarité n'était pas un simple idéal moral. C'était une condition vitale. Alors, sans elle, les groupes n'auraient pas survécu. Le partage, l'entraide, la répartition équitable des ressources faisaient partie de la base même du mode de vie. Celui qui se coupe du groupe, qui refuse ce partage, devient donc une menace car la survie de tous dépendait de cette cohésion. Et le cannibalisme, même dans les situations extrêmes de famine, représentait la destruction totale de ce pacte. Alors ce n'était pas seulement un acte physique, c'était aussi un acte spirituel, une vraie rupture. Celui qui franchissait cette limite perdait son humanité, au sens rituel aussi bien qu'au sens social. Alors dans certaines régions, notamment chez les Ojibwés, il existait aussi la conviction que le Wendigo pouvait être un esprit indépendant, une présence qui s'introduisait dans l'esprit d'une personne affaiblie par le froid, le deuil, la faim ou l'isolement. Alors cet esprit pouvait alors provoquer des pensées incontrôlables, une peur obsessionnelle de faire du mal à ses proches ou une hallucination où l'individu s'imaginait transformé. Alors ce phénomène était rapporté par plusieurs anthropologues du XIXe siècle, dont Basil Johnston, Joseph Lévy, qui ont collecté des récits dans différentes communautés. Alors bien que ces observations aient parfois été interprétées, on va dire, à travers le prisme occidental, elles démontrent qu'il
qu'il existait bel et bien une appréhension culturelle autour de la contamination mentale liée au Wendigo. L'hiver, dans ce monde, était une saison où l'esprit pouvait vaciller. Le manque de lumière, la monotonie des journées, la claustrophobie des longues nuits, la peur de manquer de nourriture, tout ça peut créer une fragilité psychique, en tout cas qui est réelle. Et le Wendigo servait ainsi de langage commun pour décrire ces troubles. On l'évoquait pour rappeler aux jeunes chasseurs de ne pas s'aventurer seuls trop loin en hiver, pour mettre en garde contre l'égoïsme ou l'envie de garder pour soi des ressources vitales. C'était en fait une métaphore et en même temps une réalité pour ceux qui vivaient dans ces régions isolées. À partir du 19e, plusieurs cas de ce que les Européens ont appelé le Wendigo psychosis, donc la psychose du Wendigo, ont été rapportés. Les archives missionnaires, notamment celles des Oblats de Marie Immaculée au Canada, mentionnent des individus persuadés d'être en train de se transformer ou de sentir une faim incontrôlable. Certains suppliaient qu'on les attache par peur de céder à leur pulsion de tuer. D'autres étaient isolés pour protéger le groupe. Alors aujourd'hui, les chercheurs s'accordent à dire que ces cas sont liés à un ensemble complexe de facteurs psychologiques, des facteurs culturels et environnementaux. Mais ces récits montrent à quel point la figure du Wendigo était profondément ancrée. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est celui de Swift Runner. Alors, c'est un trappeur cri qui, durant l'hiver de 1878-79, a commis une série d'actes tragiques. Après s'être retrouvé isolé avec sa famille, il a succombé à une forme de délire violent. Alors, lorsqu'il est revenu seul au poste de police, il affirmait avoir été possédé par l'esprit d'un Wendigo et les autorités ont découvert que tous les siens étaient morts et que des traces laissées derrière lui étaient compatibles avec les récits traditionnels de possession. Alors, c'est ce cas qui est documenté dans les archives judiciaires de Fort Saskatchewan, qui est devenu en fait emblématique non seulement de la tension entre le système colonial et les traditions autochtones, mais aussi dans la manière dont un mythe peut influencer le comportement en situation extrême. Ce Wendigo fascine autant aujourd'hui, c'est parce qu'il occupe quand même une place unique dans les pensées des peuples algonquiens. Il n'est pas un monstre parmi tant d'autres, ni une simple créature qui est surgie. C'est une force, un principe, presque une manifestation du déséquilibre moral et cosmique. Alors, dans les récits anciens, le Wendigo, il n'intervient jamais par hasard. Il est l'ombre portée d'une rupture profonde, d'un acte humain qui dépasse la limite permise ou d'un désordre naturel qui met en péril l'harmonie de leur monde. Alors, il y a une dimension spirituelle qui est tout à fait centrale. Les Algonquiens n'envisageaient pas leur existence comme séparée d'un univers invisible. Pour eux, les animaux avaient des âmes, les forêts étaient habitées, les rêves étaient des messages. Et chaque action humaine résonnait comme un tissu de force qu'il fallait maintenir en équilibre. Et le Wendigo, il apparaît, lui, précisément comme un signal d'alarme, un avertissement qu'il matérialise une faille. Sa nature était surtout spirituelle. Il représente la voracité absolue, mais aussi la rupture avec le groupe. On l'a dit tout à l'heure, la faim occupe une place mythologique et très forte dans les sociétés qui sont exposées à des froids extrêmes. Ce n'est jamais une simple sensation, c'est une force qui est capable d'altérer les perceptions, de modifier les comportements, de rapprocher les vivants de la mort. Il n'est pas seulement un danger physique, mais aussi un état qui fragilise l'âme. Le Wendigo devient ainsi une personnification de la faim démesurée. Pas seulement celle du ventre, mais aussi celle du désir sans limite. Dans les plusieurs récits oraux qui ont été collectés au 19e et au début 20e par des ethnologues, comme William Jones, Ellie Samuel Parker ou encore Basil Johnston, la faim c'est un seuil. C'est parce que l'homme cesse de lutter pour préserver sa dignité et se laisse absorber par cette nécessité brute, il ouvre en fait une brèche dans laquelle l'esprit du Wendigo peut quelque part s'engouffrer. Alors, ce qui est remarquable, c'est que le Wendigo n'est jamais décrit comme un être repu. Il est éternellement vide, éternellement affamé, incapable de trouver un apaisement. Donc la métaphore là, elle est claire, il n'y a pas de limite à la démesure humaine lorsqu'elle se laisse envahir. Donc le danger du Wendigo, ce n'est pas sa violence, c'est son absence de faim. Alors les anciens croyaient que la présence de ce Wendigo se faisait sentir lorsque certaines anomalies apparaissaient. Un silence soudain dans la forêt, un gibier inhabituellement rare, un chasseur dont le comportement se modifiait, un membre du groupe devenu secret, sombre, incapable de partager le feu ou la nourriture. Il n'était pas nécessaire de voir le Wendigo, il suffisait alors de percevoir que quelque chose s'était rompu. Alors, cette idée se retrouve dans les témoignages qui ont été recueillis auprès des Nécris et Ojibwés dans les années 1920 et 1930. Donc, il y a plusieurs qui racontaient, sans jamais décrire de créature visible, que la présence du Wendigo se reconnaissait à l'atmosphère d'un lieu, au comportement d'un animal ou à la manière dont la neige semblait absorber tous les sons. Ce n'est donc pas un monstre folklorique, mais genre une force morale qui sert d'indicateur. Quelque chose dans la communauté ou dans le monde a cessé d'être en ordre. Alors, comme tout mythe ancien qui a été transmis oralement, la figure du Wendigo n'est pas figée. Selon les clans, la région, les peuples,
On change parfois d'aspect, des détails, les circonstances de son apparition sont modifiées. Mais ce qui est constant en tout cas, c'est sa nature spirituelle et son lien avec le déséquilibre humain. Donc, les missionnaires jésuites du XVIIe siècle, dans leurs relations, mentionnent le Wendigo et notent que certaines nations en parlent comme d'un esprit, d'autres comme d'un homme qui a basculé dans l'inhumain, ou d'autres encore comme une force extérieure qui pénètre les individus. Ces variations ne sont pas contradictoires, elles montrent simplement que le Wendigo est un concept, pas un animal. Un concept puissant, capable de tout condenser. La peur du froid, le danger de la famine, la menace de l'individualisme et l'angoisse de perdre son humanité. Il n'a pas vraiment de forme, mais en tout cas, il a bien un sens. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Dans l'imaginaire, devenir Wendigo, c'est pas brutal, c'est un processus, c'est une glissade qui est progressive dans lequel finalement l'individu perd ses repères, sa capacité à rester relié aux autres et finalement finit par perdre son humanité. Alors cette transformation, elle n'est pas physique au départ, elle commence toujours dans l'esprit. Les anciens disaient que personne ne se réveille Wendigo par hasard. Il existe des signes, des dérèglements subtils, parfois imperceptibles, qui indiquent que quelque chose travaille l'individu. Alors, ces étapes sont rapportées dans des témoignages oraux qui ont été recueillis au 19e et au 20e. Alors, elles n'étaient pas comprises comme de la maladie mentale au sens moderne, mais comme une emprise progressive. L'esprit du Wendigo agit d'abord comme une fissure, puis comme une force. Alors, les premiers signes, c'est un éloignement intérieur. Donc, les récits les plus anciens évoquent un changement de comportement. Celui qui allait vers le Wendigo, c'est une expression employée dans plusieurs traditions cri et Ojibwe. C'est quelqu'un qui commençait par se détacher du groupe. Il perdait le goût des interactions, devenait silencieux, comme absorbé par une pensée qu'il ne partageait plus. Alors cette distance n'était pas vue comme de la tristesse, mais comme un trouble du lien. L'être humain, dans ces sociétés fondées sur le partage, existait par son ouverture aux autres. Donc un repli prolongé à une époque où la survie dépendait de la solidarité était un vrai symptôme grave, un signe d'alarme. Et dans certains récits, on précise aussi que la personne touchée évitait le feu, non pas parce qu'elle le craignait, mais parce que la chaleur symbolisait l'appartenance au groupe, la communauté, le foyer. Donc le Wendigo, au contraire, est lié au froid absolu, au retrait des liens vivants. Donc s'éloigner du feu était une façon d'entrer dans une autre logique, un autre rapport au monde. Un autre signe qu'on pouvait aussi percevoir, c'était la parole troublée. Donc, plusieurs témoignages transmis par des aînés au début du XXe, notamment aux ethnologues et aux missionnaires, décrivent une étape suivante où la personne disait entendre une voix. Donc, les anciens ne parlaient pas d'hallucination, mais d'un appel, comme si une force extérieure intensifiait un désir déjà existant. Or, cette voix n'incitait pas à la violence immédiate, elle suggérait d'abord la faim. Un appétit qui dépasse la mesure, une idée obsédante. Les récits évoquent des chasseurs qui, malgré la présence de gibier, disaient ne rien sentir qui puisse les rassasier, ou des hommes qui, même après un repas, affirmaient ressentir un vide inexplicable. Donc cette faim n'était pas vue comme une simple sensation, mais comme un signe que le Wendigo commençait à s'installer. Donc les aînés insistaient, le Wendigo ne possède pas un individu par force, il se glisse dans une faille. Et la faim était le terrain le plus fragile de tous. Autre caractéristique, des comportements qui pouvaient être inquiétants. Donc à mesure que la transformation progresse, les récits décrivent des comportements devenant de plus en plus visibles. La personne ne dort plus, ou très peu, elle surveille la forêt comme si quelque chose l'appelait. Certains témoignages mentionnent une fascination pour des zones gelées, une attirance pour la solitude extrême, comme si l'individu cherchait à rejoindre un espace hors du monde humain. Un autre signe présent dans plusieurs traditions des cris des plaines ou des Naskapis, c'était l'indifférence au froid. La personne quittait parfois le campement mal vêtue, inconsciente des températures glaciales, comme si le froid ne représentait plus de menace. Et dans ces cultures où l'hiver était un ennemi constant, perdre le sens du froid, c'était pas seulement étrange, c'était un vrai basculement dans une autre nature. Alors, contrairement à l'image moderne popularisée par la culture contemporaine, le géant décharné, la silhouette osseuse aux membres interminables, les récits autochtones anciens
ne décrivent pas vraiment de métamorphose physique spectaculaire. Ce qui changeait relevait de l'expression, du regard, de la manière dont se déplacer, de la perte de poids due à cette obsession qui rongeait l'individu. Alors les descriptions de corps glacés, de yeux creux, de peau collée aux os, évoquées dans des légendes recueillies tardivement, ne sont pas la description d'un monstre, mais plutôt vraiment la conséquence en fait d'un processus intérieur. Quelqu'un qui cesse de manger normalement, qui marche seul des heures dans la neige, qui ne dort plus, finit par avoir cette apparence qui inspire la peur. Alors, ce n'est que plus tard, avec l'arrivée des colons et l'évolution du récit oral, que l'image du Wendigo géant, mythifié et déformé apparaît davantage. Parce que les sources anciennes restent plutôt sobres. Alors, plusieurs collectes ethnographiques réalisées à partir du XIXe siècle donnent accès à des récits qui sont détaillés. Les missionnaires jésuites, dans leurs écrits du XVIIe, mentionnent déjà une figure qu'ils appellent Chinu ou Indigo, décrite comme un être qui souffre d'une faim incessante et qui représente un danger. Alors bien sûr, ces sources ne sont pas dénuées de biais, mais elles attestent que la croyance est ancienne et déjà bien installée. Et on trouve même dans certaines archives coloniales canadiennes du XVIIIe siècle et XIXe la mention d'individus qui ont été exécutés par leur propre communauté parce qu'ils étaient considérés comme irrémédiablement pris par le Wendigo. Alors ces cas, bien que rares, montrent que la croyance avait quand même une force sociétale réelle. C'était pas un folklore innocent, mais un vrai cadre de compréhension du danger psychologique et moral au sein des sociétés confrontées à ces conditions extrêmes. Alors, si on quitte un instant le territoire spirituel et mythologique, la figure du Wendigo trouve un étonnement prolongement dans un domaine que l'on n'attendait pas vraiment, c'est la psychiatrie. C'est vrai que dès le début du XXe siècle, plusieurs médecins, des missionnaires, des anthropologues rapportent des cas au comportement extrême. Alors, ces récits, consignés dans des documents officiels, des études médicales ou des archives de missionnaires, ont conduit la psychiatrie nord-américaine à forger un nouveau terme qui est devenu célèbre, le fameux syndrome du Wendigo. Alors, cette appellation reste aujourd'hui extrêmement controversée. Certains chercheurs la considèrent comme un concept construit, mal interprété par des observateurs extérieurs. D'autres estiment au contraire qu'elle correspond à une véritable forme de crise psychique propre à un contexte culturel particulier. Alors, le premier point important pour éviter toute déformation, c'est de rappeler que le syndrome du Wendigo n'a pas été nommé ainsi par les peuples autochtones eux-mêmes. Il s'agit d'une notion qui a été construite par des médecins et des anthropologues entre la fin du 19e et les années 1930. Des médecins, des ethnologues, des anthropologues qui cherchaient à comprendre certains comportements extrêmes observés durant les hivers les plus sévères. Alors, les documents médicaux et missionnaires mentionnent en tout cas plusieurs éléments récurrents dans ces cas qualifiés de syndrome du Wendigo. Alors, une conviction déjà intense est en train de devenir un Wendigo, une peur panique de perdre le contrôle de soi et des crises de détresse aiguës qui étaient souvent accompagnées de refus de nourriture, d'insomnie ou de comportements de retrait. Parfois, la croyance que la seule manière d'éviter la transformation était la mort, auto-infligée ou demandée à la communauté. Il faut bien quand même souligner que ces cas sont rarissimes, même dans les archives, et qu'ils correspondent à des situations de stress extrême. Alors, dans les années 1920 à 1960, la psychiatrie nord-américaine commence à clarifier quand même et à classifier le syndrome comme un trouble psychotique culturellement cadré. Il y a plusieurs auteurs comme Teicher, Hallowell ou Hopler qui cherchent en fait à décrire ces caractéristiques et à en déduire un modèle clinique, à comprendre pourquoi il semblait n'apparaître que dans certaines communautés et dans des situations socio-économiques particulières. Alors, ces études elles soulignent quand même que le syndrome apparaît presque exclusivement dans des hivers de famine sévère, chez des individus qui sont isolés ou marginalisés et dans des moments où les structures sociales et spirituelles sont affaiblies. Et puis les critiques contemporaines et la remise en question du syndrome, c'est à partir des années 80. Il y a un mouvement majeur qui se produit. Il y a des anthropologues autochtones et non autochtones qui contestent effectivement la notion même du concept. Ils soutiennent que ce syndrome du Wendigo, c'est surtout un malentendu culturel, une projection coloniale sur des phénomènes de détresse psychologique. Ils pensent que la croyance au Wendigo, c'est avant tout symbolique et morale et non une incitation à des actes réels. Donc aujourd'hui, la plupart des anthropologues considèrent que ce syndrome du Wendigo, c'est pas un trouble mental distinct. Et qu'en est-il du Wendigo aujourd'hui ? Alors si le Wendigo appartient aux traditions algonquines les plus anciennes, il n'a pourtant jamais cessé d'évoluer. À la fin des siècles, cette créature affamée s'est adaptée aux peurs contemporaines, changeant le visage tout en conservant son cœur. L'idée que l'humain peut être dévoré par ses propres excès. À partir des années 70, il entre dans la culture populaire occidentale. Il est adopté par la littérature d'horreur, les bandes dessinées, puis le cinéma. Mais ce Wendigo-là est souvent très éloigné de la figure d'origine. On lui prête une apparence bestiale, squelettique, cornue, qui sont inspirés davantage des créatures du folklore européen que des récits algonquins.
Alors ce glissement, il n'est pas anodin, ça reflète quand même une tendance moderne à matérialiser nos peurs en monstres visibles. Donc il apparaît dès les années 80 dans les films, hein, où son interprétation varie énormément. Donc en 2001, on a Wendigo de Larry Fessenden. Le film, on a l'un des rares films qui tente de respecter l'esprit du mythe en laissant planer le doute entre la créature réelle et la projection psychologique. En 99, c'était Vorace ou Ravenous. Là, on ne voit pas de monstre à l'écran, mais on a une relecture sombre du thème du cannibalisme et de la possession Wendigo dans un contexte militaire du 19e. En 2021, on a Antlers. C'est l'exemple le plus connu du grand public. C'est un Wendigo, il prend une forme physique squelettique monstrueuse. Donc le film mène une possession, tragédie sociale, écologie, on part un petit peu dans tous les sens. Mais il a fait également apparition dans les séries. Donc il est dans la saison 1 de Supernatural, dont elle propose un Wendigo presque vampirique, chasseur nocturne et immortel qui rôde pour se nourrir. Hannibal utilise un Wendigo comme hallucination récurrente, silhouette noire, corps nu, symbolisant la pulsion meurtrière. Et dans la série Charmed, dans la version 98, et dans d'autres séries du même genre, le Wendigo est souvent le monstre de la semaine. Il est simplifié et très éloigné des sources algonquines. Il devient un peu finalement un archétype, celui de la perte de contrôle et de la faim insatiable. Et puis il y a les jeux également. Donc les jeux vidéo ont profondément ancré l'image du Wendigo dans la culture. On a Until Dawn sur la PS4, l'une des représentations les plus influentes de ces dernières années. Et dans les Elder Scrolls, dans Fallout 76, World of Warcraft. Plusieurs jeux indépendants incorporent des Wendigo sous une forme monstrueuse, bestiale ou démoniaque. Ce qui est sûr, c'est que le Wendigo est devenu un pont entre deux mondes, la peur ancestrale des peuples algonquins et notre imaginaire contemporain moderne, fasciné par les monstres et leur capacité à refléter ce que nous refusons de voir en nous. Alors, tandis que nous refermons cette vaste exploration des forêts algonquines et des ombres affamées qui les habitent, quelque chose change doucement dans l'air. La nuit n'est plus menaçante, elle se réchauffe presque imperceptiblement. À travers le froid se glisse un parfum discret rassurant, qui n'a plus rien à voir avec les contes de peur. Comme si, après avoir traversé les terres du manque et de la faim, une autre mémoire de l'hiver s'invitait à nous. Car l'hiver n'est pas seulement la pénombre et les esprits qui rôdent, c'est aussi le royaume de la lumière qu'on recrée, de la chaleur qu'on partage, des symboles que l'on accroche pour protéger la maison et rappeler que le soleil revient toujours après l'hiver. Alors, depuis l'aube des civilisations, les humains se sont tournés vers des alliés incroyables pour traverser cette saison, les plantes, les fruits, les épices. Entre le sapin toujours vert, symbole d'immortalité, le hou, avec ses éclatantes baies rouges, le gui, on va voir qu'elles ont toutes une histoire, un pouvoir, une signification profonde. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Je vous propose de découvrir la magie des plantes et des épices de Noël, leurs vertus, leurs mythes, leurs symboles anciens. Alors quand on parle de Noël, nous pensons immédiatement à des images familières. Un sapin illuminé, des guirlandes de houx, des oranges piquées de clous de girofle, des bougies parfumées à la cannelle. Mais derrière cette esthétique devenue presque instinctive se cache derrière en fait un héritage infiniment plus ancien que la fête chrétienne qui l'a absorbé. Bien avant l'avènement de Noël, l'hiver était un moment crucial où l'homme, face à la nature endormie, cherchait des signes de protection, de renouveau et de lumière. Et ces signes, il les trouvait dans ce que la terre continuait à offrir malgré le froid. Le vert persistant des plantes sacrées, le parfum des résines, les couleurs éclatantes des fruits d'hiver et la chaleur mystérieuse des épices venues de très loin. Le sapin, par exemple, n'a pas été choisi au hasard pour devenir l'arbre emblématique de Noël. Dans les traditions germaniques et celtiques, les arbres, toujours verts, étaient perçus comme des êtres puissants capables de résister au sommeil de la nature. Leur couleur, inchangée au cœur de la saison la plus rigoureuse, prouvait une vitalité que l'on croyait magique.
Suspendre des branches de sapin ou de pin au-dessus d'une porte n'était pas décoratif, c'était un acte de protection, une manière d'empêcher les forces obscures de profiter de la fragilité de l'hiver. Plus tard, les Romains les utilisaient déjà lors des Saturnales pour symboliser la continuité de la vie et la promesse du retour de la lumière. Donc placer un arbre ou une grande branche dans la maison n'était pas décoratif, c'était une affirmation spirituelle, une manière de dire que la nature ne mourait pas vraiment. Dans certaines régions de l'Europe du Nord, on brûlait même des morceaux de résine pour nettoyer symboliquement l'atmosphère avant les célébrations de fin d'année. Ce geste est resté dans la tradition des encens hivernaux, sans que nous en ayons en fait toujours conscience. Ils reproduisent ce rituel ancestral. Alors là où le sapin incarnait la continuité, le hou incarne la protection active. Le hou, avec sa rigidité, son vert profond et ses baies rouges éclatantes, portait lui aussi un rôle symbolique très fort. Les druides y voyaient un végétal capable de repousser le mal grâce à la dureté de ses feuilles qui sont pointues, presque semblable à une genre d'armure naturelle. Ces feuilles pointues étaient vues comme une armure végétale capable de repousser non seulement les influences spirituelles négatives, mais aussi les tensions humaines. On accrochait une branche de houx au-dessus de la table ou près du foyer pour calmer les disputes, prévenir les colères et maintenir une atmosphère d'unité, surtout dans les périodes où la famille se trouvait confinée ensemble pendant les tempêtes d'hiver. Alors, certaines légendes racontent même que le hou pouvait détourner la malchance et rappeler aux habitants du foyer que l'harmonie intérieure était la meilleure défense contre les épreuves extérieures. Dans l'Europe médiévale, on pensait que ce hou éloignait les esprits et apaisait les tensions familiales lorsqu'il était accroché dans la maison. Son rouge vif, contrastant avec le blanc de la neige, représentait autant le sang de la vie que la chaleur au cœur de la froideur. Alors, il devient plus tard un symbole chrétien du renouveau, mais ses racines magiques en tout cas sont bien antérieures. Quant au gui, sa place est probablement la plus ancienne et la plus mystérieuse de toutes les plantes hivernales. Alors, suspendu au-dessus des portes ou dans la pièce de vie, il portait une symbolique d'union et de paix que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les traditions du baiser de Noël. Pour les peuples pré-chrétiens, le gui était un pont, rare, brillant, presque lumineux. Lorsqu'il captait la lumière du feu, il représentait la fertilité, la guérison et la bénédiction. Il était considéré comme une plante suspendue quelque part entre deux mondes, poussant sans toucher la terre, captant la lumière sans jamais être plantée. Alors, cette particularité fascinait les druides gaulois qui le récoltaient avec un rituel précis, persuadés que cette plante portait en elle la force du chêne, l'arbre du ciel. Alors, le gui était utilisé pour bénir les maisons, favoriser la santé, mais aussi pour sceller des alliances ou pacifier des conflits. Donc, la tradition moderne du baiser sous le gui, bien qu'elle ait évolué, conserve encore l'idée qu'il symbolise une pause sacrée à un moment où la bienveillance circule sans obstacle. Alors, derrière ce geste romantique se cache en réalité un héritage très ancien qui associait le gui à la paix et à la chance. Mais au-delà de ces plantes qui ont traversé les millénaires, l'hiver nous ramène aussi vers une dimension de la magie, celle du goût, du parfum et des senteurs. Bien avant que Noël ne devienne une fête codifiée, certaines épices étaient déjà utilisées pour purifier l'air, soigner le corps et éloigner les mauvais esprits. Leur simple présence suffisait à envelopper une maison d'une atmosphère chaude et apaisante. La cannelle, par exemple. Elle a traversé les routes commerciales du Moyen-Orient jusqu'à l'Europe médiévale, où elle était si rare et si précieuse qu'on l'offrait comme un trésor. Elle voyageait sur des routes dangereuses venant d'Orient, transportée comme un bien précieux. Donc, dans les maisons médiévales, on la faisait brûler dans de petits récipients pour purifier l'air, éloigner les maladies et réchauffer symboliquement les foyers. Lorsqu'elle entra dans les recettes de Noël, cette épice porta avec elle un imaginaire de chaleur intérieure. On pensait qu'elle réchauffait le cœur, stimulait l'esprit et protégeait ceux qui en consommaient pendant les mois froids. Lorsqu'elle était infusée ou brûlée, sa fumée était considérée comme purificatrice, capable de nettoyer les lieux de toute influence néfaste. Et ce n'est que bien plus tard qu'elle devient l'ingrédient incontournable des desserts de Noël. Pourtant, derrière la gourmandise demeure cette ancienne croyance en sa chaleur spirituelle. Alors, l'orange, quant à elle, n'est arrivée en Europe que tardivement, mais elle fut immédiatement associée à la lumière. Avant d'être un fruit banal, elle était rare, exotique, presque fantastique. Sa couleur évoquait le soleil disparu et sa peau épaisse la rendait résistante aux longs voyages.
Lorsqu'elle devint une offrande de Noël, elle symbolise la joie, la prospérité et la lumière revenue. Le geste d'en piquer la peau avec des clous de girofle en fit une sorte d'amulette aromatique. On plaçait ces oranges parfumées dans les chambres, dans les coffres à linge ou près des feux, convaincus qu'elles purifiaient l'air et éloignaient les maladies hivernales. Le mariage de l'agrume et du girofle, créant ainsi une fragrance dont on disait qu'elle rééquilibrait l'humeur et favorisait les pensées positives au cœur de la saison sombre. Ce mariage de la douceur du fruit et de l'intensité de l'épice formait une alchimie dont on pensait qu'elle chassait les maladies et attirait la prospérité. Alors, parmi les symboles hivernaux que l'on croise sans toujours en connaître l'origine, on peut parler également des marrons, ou plus exactement les châtaignes, car ce sont bien elles qu'on mange. Donc, ces châtaignes occupent une place singulière. Leur présence à Noël n'est pas qu'une habitude culinaire, elle est née de la gourmandise moderne. Elle plonge ses racines dans une histoire qui est profonde, qui est liée à la survie, à la chaleur et à la magie du foyer. Dans les villages d'autrefois, quand les ressources s'amenuisaient et que l'hiver menaçait d'être long, la châtaigne est l'un des rares fruits capables de nourrir en fait, d'apporter de l'énergie et d'être conservé longtemps. Donc, elle symbolisait la protection contre la famine, l'abondance dans la disette et la chaleur au cœur du froid. Alors, lorsqu'on faisait griller des marrons au feu de bois, ce n'était pas seulement un plaisir olfactif ou gustatif, c'était un rituel communautaire. Les flammes éclataient, les coques se fendaient et leur parfum se mêlait à la fumée, remplissant la maison d'une odeur réconfortante. On disait que cette senteur chassait les mauvais esprits et attirait la chance. Elle rappelait la présence du feu, cet élément vital sans lequel l'hiver aurait été invivable. Et dans certains villages de montagne, on considérait même que manger des châtaignes le soir du solstice ou à Noël permettait d'assurer la prospérité et la bonne santé pour toute l'année suivante. Donc ces châtaignes marrons étaient également associées au foyer au sens spirituel du terme. Lorsqu'on rassemblait la famille autour du feu pour les faire griller, on créait un cercle d'unité, un moment où chacun retrouvait une place. Une chaleur humaine qui allait bien au-delà du mets lui-même. Les conteurs, les anciens, profitaient souvent de ce moment pour transmettre des récits, des légendes et des histoires d'hiver, sans que cela ne soit dit. La châtaigne devenait le fruit de la mémoire, le symbole de la transmission et de la continuité. Un peu comme si sa chair nourrissante conservait, elle aussi, un fragment d'histoire. Et sur le plan symbolique, les marrons étaient parfois considérés comme des porte-bonheur. Leur forme ronde évoquait la perfection et le cercle complet de la vie. Leur croque brune rappelait la terre nourricière et leur chaleur, une fois grillée, évoquait le soleil renaissant après les jours sombres. Certaines traditions rurales voulaient que l'on garde un marron entier dans sa poche le jour de Noël pour attirer la chance, protéger la santé ou veiller à ce que l'année prochaine soit moins rude que la précédente. Alors avec le temps, les marrons ont intégré des célébrations modernes, alors que ce soit dans les farces de la volaille, dans les desserts ou simplement vendus chauds dans les rues, enveloppés dans du papier avec du parfum. Ce geste aujourd'hui banal reste pourtant accompagné d'une mémoire invisible, celle des hivers où ce fruit simple tenait littéralement les populations en vie, où son parfum annonçait la chaleur, la nourriture. Donc les marrons dans la magie de Noël sont donc bien plus qu'une gourmandise. Elles rappellent cette idée essentielle au cœur des nuits froides. Ce sont les choses simples qui protègent, unissent et nourrissent. Leur rôle symbolique rejoint celui des épices, du gui, du hou et de l'orange. Elles incarnent la chaleur retrouvée, la résilience et ce lien profond qui existe entre l'homme et la nature, lorsque chaque saison demande d'être accompagnée, comprise et célébrée. Donc ainsi, lorsque nous décorons un sapin, suspendons du gui, ajoutons une branche de houx à une couronne ou lorsque le parfum de la cannelle, de l'orange ou des fruits rouges se mêlent dans une maison, nous faisons bien plus que célébrer une tradition. Nous rejouons un rituel ancien, celui par lequel les humains affirmaient que malgré la nuit longue, la vie continuait, la lumière reviendrait et la maison serait protégée. Alors ces plantes, ces épices, ces fruits sont autant de porteurs d'une mémoire qui traverse les époques, reliant les pratiques païennes, les symboles spirituels et les réjouissances modernes. Ainsi, chacune de ces plantes et chacune de ces épices ou condiments participe à une forme de rituel. On crée une alchimie entre la maison et la nature, entre le visible et l'invisible, entre le froid extérieur et la chaleur intérieure. Et on perpétue surtout cette idée fondamentale que l'hiver, malgré sa dureté, peut devenir une période de renaissance, d'harmonie
et de magie. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors bien avant que Noël ne devienne une fête familiale centrée sur la chaleur du foyer, le solstice d'hiver marquait effectivement un moment redouté, celui où la nuit était la plus longue, où la lumière semblait vaciller et où on croyait que les morts profitaient de cette obscurité prolongée pour visiter les vivants. Alors ce n'était pas forcément une intrusion hostile, parfois c'était des âmes errantes venues demander une prière, un soutien ou simplement un instant d'attention. Mais d'autres fois, les récits anciens laissaient entendre des présences plus lourdes, des avertissements ou des manifestations troublantes au cœur même des maisons. À travers l'Europe, la tradition des fantômes de Noël n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est simplement transformée, glissant de les veillées paysannes aux contes, puis des contes aux œuvres littéraires et aujourd'hui encore aux témoignages modernes. L'idée que l'esprit qui revient en décembre n'est pas seulement un motif narratif, elle est profondément inscrite dans l'inconscient collectif car elle nous renvoie à une chose viscérale. Il suffit parfois d'un craquement dans les boiseries, d'un souffle du vent dans la cheminée ou d'une impression de présence derrière soi pour raviver ces vieux récits. Depuis le Moyen-Âge, les nuits de Noël sont présentées dans des chroniques comme porteuses de prodiges. On rapporte que les animaux parlaient à minuit, dans certaines croyances scandinaves, que les morts se levaient des tombes pour reprendre un fragment de vie autour des anciennes demeures familiales, ou encore que les maisons accueillaient un feu allumé toute la nuit pour protéger la maison des âmes tourmentées. Alors à cette époque, la frontière entre superstition, religion et folklore était ténue, mais Noël n'était pas seulement une fête, c'était un moment liminal où chacun pouvait sentir même vaguement que quelque chose rôdait à la lisière de l'invisible. Puis est venue la tradition victorienne des Christmas Ghost Stories. Alors contrairement à ce que l'on croit souvent, elle ne naît pas avec Charles Dickens. Elle est déjà présente dans les salons anglais dès le XVIIIe siècle lorsqu'on se réunissait à la lumière des chandelles pour raconter des histoires de revenants. Charles Dickens n'a fait que cristalliser ce mouvement en donnant ses lettres de noblesse à la croyance que les fantômes ont aussi à Noël un rôle bien précis, celui de rappeler, d'avertir ou de réparer. Alors depuis cette époque, l'association entre la fête et l'au-delà est devenue indissociable. D'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, il reste encore courant de diffuser à la télévision chaque Noël des adaptations des récits d'apparition de Dickens. Mais ce qui fascine surtout, c'est que cette tradition ne relève pas seulement du passé. On trouve aujourd'hui encore de nombreux témoignages contemporains rapportant des manifestations inexpliquées autour de Noël. Des personnes racontent avoir senti la présence d'un proche disparu, avoir entendu un bruit familier, comme si une vieille habitude revenait hanter les lieux. D'autres décrivent des phénomènes plus impressionnants, des objets déplacés, des silhouettes furtives, des voix murmurées dans une maison plongée dans la pénombre et le silence des fêtes. Les enquêteurs paranormaux notent même souvent une augmentation des récits personnels durant le mois de décembre. Une combinaison peut-être d'émotions, de mémoire familiale et de cette atmosphère si particulière où tout semble possible. Donc les fantômes de Noël ne sont pas qu'un élément folklorique, ils sont l'expression d'un lien profond entre l'humain, la mémoire et le cycle des saisons. Alors, lorsqu'on évoque, bien sûr, ces fantômes de Noël, on pense tout de suite, comme je disais tout à l'heure, à Charles Dickens. Pourtant, contrairement à l'idée reçue, il n'a rien inventé. Comme je disais tout à l'heure, il leur a surtout donné une portée morale et émotionnelle qui dépasse largement cette simple histoire de revenant. Donc, au moment où il commence à écrire, on est en 1843, donc c'est quand il commence à écrire A Christmas Carol, donc l'Angleterre victorienne est en pleine mutation. Les campagnes se vident, les villes s'étouffent sous la pauvreté et la révolution industrielle a créé finalement une classe ouvrière misérable dont Dickens observe chaque jour les souffrances. Noël, à ce moment-là, n'est plus qu'une tradition affaiblie, éclatée entre religion et classe sociale, presque effacée par l'austérité protestante. Et les histoires de fantômes, qui étaient très populaires au XVIIIe siècle, ont perdu de leur vigueur. Alors c'est précisément dans ce contexte que Dickens ressent le besoin de réveiller quelque chose. Non pas par la peur, mais par la conscience morale. Il va pour cela puiser dans un réservoir culturel profondément ancré, les récits hivernaux de revenants. Parce que dans la culture anglaise, les fantômes, ce n'est pas finalement que des spectres qui effraient, ils sont aussi et surtout des messagers. Ils ont pour fonction d'avertir, d'éduquer, de corriger les vivants.
Alors, les revenants de Noël incarnent une forme finalement de mémoire qui persiste, une genre de dette spirituelle dont il va falloir s'acquitter. Donc ce que Dickens porte, c'est une vision nouvelle. Le fantôme, c'est pas une simple présence surnaturelle, mais une conscience du temps, une manifestation qui oblige le personnage et le lecteur à regarder en face ce qu'il était, ce qu'il est et ce qu'il deviendra. Dans cette perspective, donc Christmas Carol, c'est bien plus finalement qu'un conte, c'est une parabole sur la transformation intérieure. Le fantôme des Noëls passés, c'est pas un esprit au sens classique, il se présente comme un être presque éthéré, mêlé de lumière, de jeunesse et de vieillesse. Il incarne la mémoire, les souvenirs refoulés, les regrets que l'on n'a jamais formulés. Puis le fantôme des Noëls présents, lui, figure qui est plus généreuse, chaleureuse, rappelle au lecteur que la bienveillance et le partage sont au cœur des fêtes. Et enfin, le troisième esprit, celui du Noël futur, c'est sans doute l'un des revenants les plus marquants de la littérature. Il est silencieux, il est drapé de noir, il n'a rien à expliquer. Lui, il montre. Il confronte Scrooge à sa propre mort, au vide de son existence, à la désolation qu'il laissera derrière lui. Avec ce trio spectral, Dickens fait renaître une vérité ancienne en tout cas. Les fantômes ne sont pas là pour terrifier, ils sont là pour révéler une réalité intime, sociale, spirituelle. Alors par ici en Noël, c'est pas un hasard, c'est précisément le moment où la conscience se tourne vers ce qu'elle a accompli et ce qu'elle doit encore réparer. Donc Dickens comprend en fait profondément que Noël, c'est avant tout un moment de mémoire et de transformation, un passage entre l'ombre et la lumière, le passage d'une année sur l'autre. Alors bien sûr, le succès du livre est immédiat. A Christmas Carol n'est pas seulement lu, il est récité, mis en scène, adapté, copié, transformé. Et Dickens lui-même en fera des lectures publiques presque théâtrales où il incarne à lui seul l'ensemble des personnages. On raconte que même les personnes les plus sceptiques sortaient bouleversées, persuadées d'avoir assisté à une forme de rituel moral. Alors, en quelques décennies, son œuvre va redonner au fantôme de Noël un rôle central dans l'imaginaire occidental. Donc, les magazines littéraires publient chaque année des Christmas Ghost Stories par des auteurs prestigieux comme James, Sheridan Le Fanu, Edith Wharton. Ils s'approprient tous cette tradition et la transforment à leur tour. Donc, le 19e siècle finit par considérer qu'une bonne histoire de Noël, finalement, doit presque impérativement contenir un revenant ou au moins un mystère surnaturel. Et cette habitude, elle va persister jusque dans les années 30 avant de se diluer peu à peu pour mieux revenir aujourd'hui grâce aux adaptations télévisuelles, aux lectures publiques et aux séries modernes et à tous ces téléfilms qu'on peut voir parfois l'après-midi sur la télévision où il y a toujours un petit élément un petit peu surnaturel. Pourtant, malgré cette effervescence littéraire, c'est vraiment, en tout cas, l'œuvre de Dickens qui continue de structurer notre imaginaire contemporain. Alors, bien avant que Dickens ne reprenne ça, effectivement, on trouvait déjà des récits de rencontres fantomatiques. Donc, l'Europe regorgeait de ces récits rapportant des apparitions spectrales lors des périodes de Noël. Alors, la plupart des histoires proviennent de sources qui sont étonnamment sérieuses pour des phénomènes surnaturels. On a des chroniques paroissiales, des rapports de magistrats, des correspondances privées d'ecclésiastiques ou de notables, ou encore des compilations de traditions populaires qui ont été réalisées par des folkloristes du XVIIIe. Prouve pas en tout cas l'existence des esprits, elles témoignent quand même d'une constante culturelle profonde. C'est-à-dire que Noël, loin d'être exclusivement une fête lumineuse, a longtemps été un moment où on s'attendait presque naturellement à ce que quelque chose se passe de l'autre côté. Un des récits les plus anciens et le mieux documenté provient de Cornouailles. Donc dans les années 1630, on a le recteur John Bly qui rapporte dans une lettre controversée dans les archives paroissiales de Bodmin qu'il aurait été réveillé dans la nuit du 24 au 25 décembre par une silhouette translucide marchant dans la nef de son église. La description, qui est très sobre, qui n'a rien d'un embellissement littéraire, Bly écrit qu'il a cru d'abord à un voleur avant de réaliser qu'il voyait les dalles à travers la forme de l'homme. Les apparitions auraient traversé le cœur et se seraient dissipées devant l'autel. Alors, ce témoignage, qui était court, rédigé par un ecclésiastique réputé, rigoureux et rigoriste, est souvent cité par les historiens du surnaturel anglais comme un cas qui reflète bien la mentalité de l'époque. À Noël, le passage entre les deux mondes était considéré plus fragile, plus ténu. En Écosse, plusieurs traditions locales mentionnent un phénomène appelé les revenants de minuit. Donc, il y a des esprits qui apparaissaient, selon les croyances, dans les maisons où la famille était marquée par un décès récent. Le folkloriste Walter Gregor, dans ses travaux de la fin du 19e siècle, qui rapporte que dans certaines vallées des Highlands, on allumait une bougie particulière lors des 12 jours de Noël afin d'éviter que celui qui n'a pas encore trouvé le repos ne revienne se manifester. Car pour les habitants, la visite d'un proche récemment décédé n'était pas nécessairement un mauvais présage. C'était parfois
on va dire, perçue comme une ultime bénédiction, mais en tout cas, on avait l'air de se méfier un peu. Et un autre cas intriguant apparaît dans les archives familiales du domaine de Lyme Park. Donc ça, c'est dans le Cheshire. On est en décembre 1812. On a du coup Lady Harriet Lay qui note dans son journal intime qu'un domestique, puis un second quelques jours plus tard, affirmait avoir vu une dame blanche traverser le grand hall dans la nuit du 23 au 24 décembre. La figure de cette dame blanche existait déjà dans les traditions familiales, mais ce sont les dates de Noël qui intriguent les historiens. Donc les Lee tenaient précisément à cette période une réunion annuelle où on évoquait les membres disparus de la famille. Donc l'hypothèse rationnelle serait l'influence finalement psychologique et émotionnelle. Pourtant, Harriet Lee note clairement que les deux domestiques ne connaissaient pas l'existence de cette légende avant leur témoignage, et le récit a donc été étudié par plusieurs historiens folkloristes, car il mêlait histoire familiale, atmosphère hivernale et témoignages contemporains. Et on a encore plein de cas comme ça, des apparitions dans la chapelle d'Alciston, dans le Sussex en 1830. En Allemagne, c'est la Weihnachtsgeister, donc littéralement l'esprit de Noël, sont mentionnés par plusieurs ethnologues dès le XVIIIe siècle. Donc, c'est des esprits qui apparaissaient pour rappeler les fautes passées ou prévenir d'un danger. Donc les archives de Saxe et de Thuringe mentionnent des récits où des silhouettes, souvent associées à des ancêtres, se manifestent autour du foyer la veille de Noël. Et dans certaines régions, on laissait une place vide à une table, non seulement pour les voyageurs égarés, mais aussi pour les membres de la famille décédée. C'est une coutume qui était bien documentée, ça montre bien un rapport qui était quand même apaisé avec l'idée de la visite des morts pendant les fêtes. S'il y a un type de revenant qui est profondément enraciné dans les traditions européennes des revenants de Noël, c'est bien celui des fantômes familiaux. Ces présences qui ne sont pas liées forcément à un lieu, mais à une lignée. Alors, pendant des siècles, Noël a été considéré comme le moment où des ancêtres revenaient symboliquement partager la chaleur du foyer. C'est une croyance qui n'est pas marginale, elle apparaît dans de nombreuses sources culturelles, du folklore scandinave aux traditions germaniques en passant par les coutumes du nord de la France. Donc plusieurs régions d'Europe du Nord, les folkloristes du XVIIIe et XIXe décrivent en tout cas un usage étonnant. On laissait une chaise vide ou une assiette supplémentaire lors du repas du réveillon. Donc cette place n'était pas destinée forcément à un voyageur, à un pauvre, comme c'était le cas dans d'autres coutumes, mais à un parent décédé dans l'année. L'idée n'était pas que l'esprit revienne physiquement, mais que sa mémoire devienne une présence réelle, perceptible, presque tangible. On retrouve en tout cas la même atmosphère dans les récits populaires de Bretagne ou de Normandie, lorsqu'on racontait que les morts rendaient visite à la maison familiale lors de la nuit de Noël, non pour effrayer, mais pour vérifier que la lignée continuait d'honorer le foyer et les traditions. Certains témoignages qui ont été consignés par Paul Sébillot à la fin du XIXe siècle évoquent des bruits de pas légers dans les greniers, des chaises qui semblent bouger seules ou encore des sensations d'un air plus froid traversant la pièce au moment de la prière familiale. Alors, ces phénomènes n'étaient pas finalement interprétés comme des hantises, ils étaient perçus comme un signe de proximité, un rappel que les frontières entre les générations se dissolvent lorsque l'année touche à son renouveau. Dans cette vision du monde, les fantômes familiaux de Noël ne sont pas des spectres, mais plus un héritage finalement des vivants. Ils incarnent ce lien invisible qui traverse le temps, cette continuité entre les disparus et les vivants. Et c'est peut-être cela en quoi il demeure une figure si puissante. Noël est pour toujours une fête de mémoire autant qu'une fête de lumière. On peut même trouver des cas documentés dans la presse. Donc l'un des cas les plus connus en Angleterre, c'est celui de Stockbridge, dans le Hampshire, qui est relaté dans The Guardian. Donc ça, c'est dans les années 80. On a 2 policiers en patrouille le soir du 24 décembre 1980 qui affirment avoir vu un homme portant des vêtements du 19e siècle marcher au bord de la route avant de disparaître littéralement devant leurs yeux. Donc le rapport de police existe bel et bien et l'histoire a été évoquée dans plusieurs rétrospectives de la BBC. On a eu des cas également en Norvège en 2013 avec un phénomène similaire. Et enfin, en France, on a plusieurs groupes d'enquête amateurs qui citent des cas de maisons dans les Nord-Pas-de-Calais où en 2017, ils ont eu des phénomènes sonores de chaises déplacées, de voix étouffées dans le salon. Et ça se serait produit lors des 3 nuits consécutives du 24 au 26 décembre. Le propriétaire avait même accepté de témoigner dans La Voix du Nord, précisant que ces bruits ne s'étaient jamais reproduits les autres mois de l'année. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors que nous refermons ensemble cette émission du 16 décembre, un même fil apparaît presque comme une lumière discrète qui relie nos 3 thèmes de ce soir. Le Wendigo, né dans les forêts glacées d'Amérique du Nord, à la magie des plantes et les épices de Noël, en passant par les fantômes qui reviennent hanter ou réconforter les veillées d'hiver, tout semble nous ramener à une évidence ancestrale. L'hiver est un seuil, une frontière subtile où les mondes se frôlent. Le Wendigo nous a rappelé de la part d'ombre qui guette chaque être humain, lorsque la faim, la solitude ou la violence prennent trop de place, et nous enseigne la vigilance. À l'inverse, la magie des plantes et des épices de Noël nous a montré l'autre versant de cette grande saison, celui du soin, de la guérison, de la mémoire. Le gui, le hou, le pin, la cannelle ou l'orange ne sont pas de simples décors, ce sont des symboles millénaires qui parlent de chaleur dans la nuit, de renaissance au cœur du froid, de protection quand l'année s'éteint pour mieux renaître. Il rappelle que la nature ne dort jamais, au fait, et que même au cœur de l'hiver, elle continue de porter en elle le mouvement de la vie. Et enfin, les fantômes de Noël nous ont ramenés à l'essentiel, à notre relation avec les disparus, avec nos ancêtres, avec notre mémoire. Car qu'ils soient issus de récits anciens, des témoignages contemporains ou de simples traditions familiales, ces esprits viennent toujours avec un message. On ne traverse jamais le solstice seul. Il y a dans ce monde où la nuit, quand elle est longue, une proximité particulière entre les vivants et ceux qui nous ont précédés, une manière de se rappeler que nous sommes toujours faits des liens, d'histoires, de voix qui continuent de murmurer lorsque le monde se fait plus silencieux. Alors en réunissant ces 3 univers, notre émission de ce soir nous invite en tout cas à regarder autrement ce mois de décembre, non pas comme un simple décor de fête, mais comme un carrefour, celui du visible et de l'invisible, de la peur et du réconfort, du danger et de la protection, de l'ombre et de la lumière. Un moment où chacun peut choisir ce qu'il souhaite nourrir, la bête, la bienveillance ou la mémoire. Alors merci en tout cas d'avoir partagé ce voyage avec moi. Que cette période vous apporte chaleur, clarté et ce petit frisson d'invisible qui rappelle que la magie existe encore, surtout en hiver. Alors à très bientôt pour une nouvelle exploration sous un autre regard. On se retrouve pour clôturer l'année le 30 décembre 21h pour la dernière de l'année. Nous plongerons dans une période très particulière du calendrier, un entre-deux où les traditions parlent d'esprit, de présage et de renouveau. Nous explorons d'abord la nuit des 12 esprits et les rituels mystérieux qui entourent les 12 jours après Noël. Puis nous partirons vers l'Écosse et l'Irlande à la découverte du first footing, cette croyance selon laquelle la première personne à franchir le seuil d'une maison au 1er janvier peut décider de la chance ou du malheur de toute l'année. La pression. Enfin, nous ouvrirons ensemble une page tournée vers l'avenir avec la numérologie de 2026, une année en 1, une année de commencement, d'impulsion du siècle nouveau, mais je ne vous en dis pas plus. Un rendez-vous entre tradition, superstition et projection donc, pour accueillir ensemble 2026 avec un autre regard. Ce sera le 30 décembre, 21h, même heure, même mystère. Soyez là, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio J pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.